Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode d'En attendant la lettre de Poudlard. C'est encore moi, toute seule aujourd'hui, pour un épisode dans lequel je vais vous lire des publications Reddit. C'est un nouveau concept que j'essaye, inspiré du podcast québécois Nuance, dans lequel l'animatrice réagit à des histoires fucked up, genre qu'elle trouve sur Reddit. Et moi, j'ai été voir des publications sur le subreddit Harry Potter, dans lequel il y a genre 2 millions de membres, et dans lequel il y a énormément d'activités à tous les jours et surtout des questions qui sont posées. Donc aujourd'hui, ça va ressembler à nos épisodes. Les épisodes que j'ai faits, il y a déjà un bout avec Félix de réponse à vos questions. C'est des questions intéressantes qui m'ont amené à me questionner. Je vous lis souvent même les réponses que les autres utilisateurs ont données à la personne qui ont posé la question. On se lance là-dedans. Alors, on commence avec une première publication. Là, évidemment, tout ça est en anglais, mais je les ai traduites. Comment j'ai dit ça? En anglais, je les ai traduites. Alors, numéro 1. Là, je dis numéro 1. La première publication pour vous aujourd'hui. La personne demande pourquoi seulement Drago pouvait identifier Harry au manoir des Malfoy. Je comprends que Drago sait mieux que quiconque à quoi ressemble Harry, mais comment Lucius ou n'importe qui d'autre ne pouvait pas voir qu'il s'agissait de Harry? Lucius a vu Harry plusieurs fois et sait exactement à quoi il ressemble, tout autant que Drago. De plus, comment le fait que Ron et Hermione soient présents n'a pas été révélateur? Qui d'autre traînerait avec Ron et Hermione alors que tout le monde sait que Ron et Hermione sont en cavale avec Harry? Merci, personne anonyme qui a posé cette question, parce que c'est quelque chose qui m'énerve à chaque fois que je vois le film, puis que, là, ça fait un bout que j'ai lu le livre, là, donc je vais dire à chaque fois que je vois le film, parce que, vous le savez, le Drago est là devant Harry est défiguré, tout le monde qui est là dans la pièce sait à quoi Harry Potter ressemble, puis c'est surtout l'élément Ron et Hermione, là, moi aussi, là, que je suis comme, voyons, qui d'autre serait avec Ron et Hermione, genre les trois inséparables, puis, mais il n'y a pas ses lunettes, pendant qu'il est défiguré, mais tu sais, les cheveux, puis tout, à un moment donné, le get a clue. Dans les réponses. Donc, pourquoi, je répète la question, là, pourquoi c'est juste Drago qui pouvait identifier Harry? Dans les réponses, quelqu'un dit « Drago était celui qui le voyait le plus et le connaissait le mieux. Lucius aurait peut-être pu l'identifier, mais le visage de Harry est défiguré par le maléfice cuisant à ce moment. À ce stade de l'histoire, les Malfoy ont très peur de Voldemort et veulent être absolument sûrs d'avoir Harry avant de l'appeler. Parce que sont un peu dans l'eau chaude, les Malfoy, avec ce qui s'est passé au ministère de la Magie. Donc, appeler Voldemort, puis genre remettre quelqu'un qui n'est pas Harry, genre Voldemort va les tuer, legit. La réponse suivante complète un peu ça. C'est une question de vie ou de mort pour les Malfoy. Ils doivent appeler le Seigneur des Ténèbres lui-même après l'avoir identifié. Ils ne peuvent pas avoir le moindre doute, surtout après le fiasco de la prophétie. Une autre réponse qui est quand même intéressante. Drago ne dit pas non plus que ce n'est pas Harry. Fait qu'il dit rien. À mon avis, Drago a peur de Voldemort et il ne veut pas que Voldemort soit appelé chez lui. On est dans la maison des Malfoy à ce moment-là. Ce que Drago fait ici est purement égoïste. Puis, je vais vouloir votre avis sur chacun des posts Reddit dont je vais parler aujourd'hui, que je vais lire. Je veux votre avis. Parce que je lis des réponses, je donne mon avis, mais c'est comme... Il n'y a pas tant... La réponse n'est pas claire. Je vous lis l'extrait du livre parce que c'est un peu différent. Un peu. Évidemment que dans le livre, c'est mieux détaillé, c'est mieux expliqué, ce moment-là. Donc, c'est Lucius Malfoy qui parle. « À mon avis, on lui a jeté un maléfice cuisant, dit Lucius. Ses yeux gris se fixèrent sur le front de Harry. « Il y a quelque chose là, murmura-t-il. Ce pourrait être la cicatrice, très étirée. Drago, viens là, regarde bien. Qu'est-ce que tu en penses? » Harry voyait de près le visage de Drago à présent, juste à côté de celui de son père. Ils étaient extraordinairement semblables, mais alors que son père était manifestement surexcité, Drago paraissait très réticent, effrayé même. « Je ne sais pas, dit-il. » Il retourna vers la cheminée devant laquelle sa mère, debout, l'observait. Donc, on a un « je ne sais pas » super hésitant. Il veut éviter, là, il veut même pas fixer Harry. Dans le film, il le fixe un peu plus. Là. Il est genre « Qu'est-ce qui est arrivé à son visage? » « Et la Sandbourbe, alors ?» grogna Greyback. Harry faillit tomber lorsque les rafleurs forcèrent les prisonniers à pivoter à nouveau pour que la lumière du lustre éclaire cette fois Hermione.
« Attendez, dit brusquement Narcissa. « Oui, oui, elle était dans la boutique de Madame Guipure avec Potter. J'ai vu sa photo dans la Gazette. Regarde, Drago, n'est-ce pas cette dénommée Granger? » Ce qui fait beaucoup plus de sens dans le livre. Ben oui, allumé, tu sais. Il y a d'autres gens qui sont là, c'est les amis d'Harry. Et Drago de répondre, peut-être, oui. Donc, il affirme que c'est Hermione. « Dans ce cas, celui-là est le jeune Weasley! » s'écria Lucius en contournant les prisonniers pour voir Ron en face. « Ce sont eux, ce sont les amis de Potter. Drago, regarde-le. C'est bien le fils d'Arthur Weasley? Comment s'appelle-t-il déjà? »« Oui, répéta Drago, le dos tourné aux prisonniers. C'est possible. » Donc, il regarde même pas, il répond, mais c'est vague, il donne pas de réponse officielle. Et là, bon, Bellatrix va arriver, puis là, elle va voir l'épée, puis là, tout va... Bon, vous savez ce qui arrive, mais qu'est-ce que vous en pensez? Puis je vais finir là-dessus par rapport... je vais finir ce segment-là là-dessus. C'était quoi vraiment les intentions de Drago dans ce moment-là? Est-ce qu'il comprend que Harry a peut-être une quête pour défaire Voldemort, puis il essaie un peu de l'aider subtilement, ou il veut juste éviter à tout prix que Voldemort soit appelé chez lui parce qu'il est terrorisé par Voldemort? Donc, même si... C'est clair là, que Malfoy le sait que c'est Harry. Donc, à place, il va juste pas le confirmer que c'est Harry, puis il essaye de comme gagner du temps, puis c'est un peu égoïste. On dirait que je penche plus vers cette option-là que la première. Les fanfictions, par contre, c'est comme Drago, comment il est dans le fond, dans les fanfictions, me font... J'aimerais mieux que ce soit, genre, il veut aider Harry, mais je pense pas, honnêtement. Je pense pas. Comme, il y avait un autre commentaire aussi, mais je l'ai pas mis, qui disait que, tu sais, s'il voulait vraiment aider Harry... plus tard dans le film, quand ils sont à Poudlard, justement, puis il va dans la salle sur demande avec Crabbe et Goyle, tu sais, je veux dire, il aurait pu aider autrement dans cette scène-là que d'aller juste encore le confronter, puis gna, donne-moi ma baguette, comme non. Je pense que tout ce qu'il fait dans l'œuvre originale est purement égoïste, sauver sa peau, par peur, pour sa famille également, évidemment, pour le bien de ses parents. Vous me direz ce que vous en pensez. Prochaine publication. Comment les parents moldus rendent-ils visite à leurs enfants nés moldus à Poudlard? Très bonne question. Donc, la personne écrit « Dans la série Harry Potter, il est établi que les moldus ne peuvent pas percevoir Poudlard et la voient comme une vieille ruine. Cela soulève une question. Comment les parents moldus pourraient-ils rendre visite à leurs enfants à l'école en cas de besoin? Par exemple, si un élève né moldu est choisi comme champion dans un événement semblable au tournoi des Trois Sorciers, si un élève se blesse et que les parents sont appelés à venir à l'école pour voir leur enfant. Comment l'école va gérer cette visite? Existe-t-il une mention ou une théorie sur la manière dont cela pourrait être facilité? Dans les réponses. Première réponse. Puisque Jacob, dans Les Animaux Fantastiques, a pu voir Poudlard, peut-être que les moldus peuvent voir Poudlard s'ils sont censés voir Poudlard ou s'ils connaissent l'existence du monde de la magie. Donc, ce concept-là est super intéressant, un peu comme le gardien du secret. Donc, si tu te fais dire que le monde de la magie existe, ben là, tu peux voir certains éléments du monde de la magie. C'est un peu comme les parents d'Hermione qui vont sur le chemin de traverse dans les livres, qu'on voit même dans le deuxième film. On les voit là. Peut-être vu qu'ils sont au courant, ils peuvent accéder. Une autre réponse, il doit y avoir un moyen, étant donné qu'il a été dit que les parents de Mimi Géniard allaient venir à Poudlard pour récupérer son corps. Mimi Géniard, qui était une victime du basilic, qui est morte de ça, c'était une émoldue, justement. Alors, ses parents sont venus à Poudlard, ont pu venir. Et une autre réponse qui est plus hypothétique, théorie sur comment ça doit fonctionner, c'est comme les vampires, un moldu doit être invité à entrer pour entrer. Alors encore, en parlant de Fantastic Beasts, Jacob est invité à entrer pour pouvoir voir le château, manger dans la grande salle, etc. Donc, il en irait de même pour une famille moldue qui doit obtenir l'autorisation d'un professeur ou d'un autre membre du personnel. Sinon, le moldu verrait les ruines et voudrait aller ailleurs, là, parce que c'est des ruines. Fait que tu vois même pas un château, là. Tu vois genre un tas de vieilles planches puis de vieilles roches. Prochaine publication. Que se serait-il passé si Harry avait lu la lettre de Poudlard en l'absence de Hagrid? Aurait-il cru qu'il était un sorcier? Dans les réponses, première réponse, il aurait cru que quelqu'un lui faisait une blague, c'est sûr. Harry, on le sait, hein, je le rappelle, il reçoit les lettres de Poudlard, puis les Dursley font tout pour pas qu'il l'ouvre.
Fait que jusqu'à temps qu'Hagrid arrive, Harry n'a aucune idée c'est quoi qu'il y a dans la lettre. Mais tu sais, mettons qu'il avait vraiment réussi, là, mais il l'a attrapé là, quand ça tombe dans le salon. Mais il ne s'est pas rendu à sa chambre. Mais s'il avait réussi, il aurait ouvert ça puis il aurait pensé que c'était une joke peut-être. En même temps, Harry avait déjà vécu quelques phénomènes étranges comme la vitre qui disparaît aux eaux, les cheveux qui repoussent quand il s'est fait couper. Tu sais, fait que peut-être ça aurait semé un doute dans sa tête, genre peut-être que c'est pas une blague dans le fond. Une autre réponse, mais c'est juste une blague, c'est qu'il écrirait une autre lettre, comme en répondant à cette lettre-là. La lettre dit juste « Je suis un quoi? » Puis elle renverrait à Poudlard « I'm a what? You're a wizard, Harry. You're a wizard. » Quelqu'un d'autre qui dit « C'est impossible. » Genre, mettons que Harry ouvre la lettre, puis là, il est comme « Ah, c'est une joke. » Puis là, il laisse faire la lettre. C'est impossible que Dumbledore n'aurait pas fini par intervenir. Genre, il n'aurait jamais été prêt à laisser Harry ne pas aller à Poudlard. Donc, il se serait pointé chez les Dursley. Et une dernière réponse que je trouve quand même très... ça fait vraiment du sens, puis c'est vrai. La personne dit « Honnêtement, Dumbledore et McGonagall ont fait une grosse erreur en ce qui concerne la remise de la lettre de Harry. Plus tard dans la série, il est précisé que c'est le rôle du directeur ou directeur adjoint, directrice adjointe dans le cas de McGonagall, de remettre et d'expliquer la lettre aux parents ou tuteurs moldus afin qu'il n'y ait pas de confusion. » Puis c'est vrai. Je veux dire, techniquement, Hermione, elle a reçu la visite genre de McGonagall qui est arrivée avec la lettre puis qui a dit genre, t'es une sorcière, puis voici ce qui va se passer. Puis elle a expliqué comme un peu le monde des sorciers, le monde de la magie à ses parents. On l'avait aussi déjà mentionné, je pense, dans un épisode Réponse à vos questions, genre, c'est ça qui se passe. Bon. Clairement que pour que l'histoire y ait un petit suspense, l'auteur a décidé de l'écrire autrement puis que genre il reçoit sa lettre de même dans le courrier dans Post Canada normal là. Puis il y a un genre, c'est ça, un genre de suspense puis il est pas capable d'ouvrir sa lettre puis il sait pas c'est quoi qu'il y a dedans, fait qu'Hagrid doit venir reporter. Mais encore une fois, ça aurait même pas dû être Hagrid, ça aurait dû être McGonagall ou Dumbledore qui step in puis qui fait OK, moi y aller là, moi y aller remettre la lettre pour qu'il la voie. Donc, tu sais, même justement, après... Parce que, tu sais, quand Dumbledore puis McGonagall puis Hagrid, là, vont déposer bébé Harry devant la porte des Dursley, bien, ça fait comme quelques temps, une journée, 2 journées, quelques jours, que McGonagall observe les Dursley. Donc, puis elle l'a dit, là, c'est la pire espèce de moldu. Donc, sachant ça, il aurait comme dû avoir un caucus de genre, hey, ils vont être difficiles à gérer, les Dursley, il va falloir y aller nous-mêmes, genre, y porter la lettre, puis genre, comme d'habitude, techniquement, mais être encore plus comme, je sais pas, présent, puis avoir une tactique différente. Ben non, on y envoie la lettre, puis personne ne va y porter directement. Ça, c'était la réponse qui donne un peu plus de contexte, là, justement. C'est ça. Dumbledore puis McGonagall ont fait une grosse erreur. Il aurait dû aller porter la lettre en personne. Prochaine publication. Comment, puis c'est très intéressant ça, ça c'est plus une question pour avoir l'opinion des autres fans dans le subreddit. Comment qualifieriez-vous le rôle de Voldemort dans chaque livre? Puis c'est juste intéressant là, ce que je vais faire. En fait, je l'ai pris dans un des commentaires. Donc, comment on qualifie le rôle de Voldemort dans chaque livre? OK, c'est le méchant principal de la série d'Harry Potter. On le sait tous. On n'a pas besoin de se le faire dire pour le... On le comprend, là, sans le dire. Sans le savoir. On le comprend. On le sait que c'est lui le méchant. Mais, quand on s'attarde à chaque volet, chaque film ou chaque livre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est quoi exactement le rôle de Voldemort dans chacun de ces volets-là? Est-il le principal antagoniste ou non? C'est le principal, encore une fois, de la série. Mais là, allons-y, un à la fois, un livre à la fois. Donc, la personne en fait répond. Un autre utilisateur répond. Dans l'école des sorciers, Voldemort est la tête pensante. En plus, il est sur une tête, c'est drôle. Voldemort est la tête pensante, mais Quirrell est le principal antagoniste. Les Dursley et Drago sont des antagonistes mineurs. True. Mais je dirais quand même que, tu sais, Quirrell, qui est le principal antagoniste, on l'apprend juste à la fin, mais reste que c'est lui, tu sais. Mais tout le long du film, tu sais, c'est Voldemort. Là, dès qu'Harry apprend que Voldemort a tué ses parents, c'est comme Voldemort. Voldemort, il a tué mes parents. Je sais pas. Puis on pense que c'est Rogue, mais Rogue n'est pas vraiment un antagoniste. Dans ce film-là, en fait, Rogue n'est jamais un antagoniste. Il est an ally. Il est un allié. Dans la Chambre des secrets, antagoniste. Tu sais, j'y pensais, puis j'étais comme... tout le long de l'histoire,
il y a un mystère à savoir pourquoi les gens se font pétrifier. Puis on sait pas pourquoi, mais il y a comme pas vraiment de méchant pendant l'histoire. Il y a pas une menace. La menace, c'est ça. C'est comme qu'est-ce qui se passe dans le château. Donc, bon, mettons qu'une fois que c'est révélé, là, on peut dire que le principal antagoniste, c'est Voldemort, la version jeune de Voldemort. Là, la personne répond même que Dobby est un antagoniste mineur. On pourrait dire que Lucius Malfoy est aussi un des antagonistes principaux. Là, la personne dit aussi que d'une certaine manière, Gilderoy Lockhart peut être considéré comme un antagoniste mineur également. Prisonnier d'Azkaban, évidemment, Voldemort est fucking pas antagoniste là-dedans. Il est mentionné, mais comme l'histoire tourne, c'est le volet, comme on sait, où Voldemort est juste comme ça n'a pas rapport. Il fait pas d'apparition, très peu d'influence avec l'histoire. Drago, là, encore une fois, je suis dans la réponse de la personne. Drago, les détraqueurs et les figures d'autorité sont les antagonistes, mais là, moi, je dirais aussi Sirius Black, comme tout le long du film, jusqu'à temps qu'on apprenne que c'est pas lui le méchant, genre c'est lui l'antagoniste, comme apparemment qui cherche Harry pour le tuer. Puis dès qu'il y a le switch, puis qu'on sait que dans le fond, il est gentil, ben c'est Pettigrew qui devient l'antagoniste. Fait que là, la personne avait comme pas écrit Pettigrew puis Sirius, donc je l'ai ajouté dans l'analyse. Ensuite, pour la coupe de feu. Voldemort est la tête pensante. C'est le maître du plan. Il revient à la vie à la fin. Mais Barty Croupton Jr., Maugré, Faux Maugré et Queue de Verre, Peter Pettigrew, selon la personne, sont ceux qui font tout, mais je dirais vraiment que Barty Croupton Jr., c'est l'antagoniste. Là. C'est vraiment la personne, le vilain de la coupe de feu. OK, Voldemort, encore une fois, mais c'est plus révélé à la fin. Fait que j'essaye vraiment de prendre dans l'œuvre au complet. Hein? C'est qui l'antagoniste du début à la fin? C'est qui la menace? C'est qui s'oppose à Harry? C'est qui cause du trouble à Harry tout au long de l'histoire? Barty Croupton Jr. Ben, en fait, même si on le sait juste à la fin. Dans l'Ordre du Phénix, sans surprise, le ministère de la Magie et Dolores Ombrage sont les principales menaces, les principaux antagonistes. Voldemort et Mange-Mort dès la fin du récit, mais mineur. Mineur parce que même là, Voldemort, il y a sa bataille avec Dumbledore, puis il est là juste pour que... Dans l'histoire, je pense que l'utilité de Voldemort à ce moment-là, l'utilité au récit, c'est juste pour que ce soit enfin dévoilé au monde entier de la magie qu'il est revenu. Qu'il est de retour à la vie. He's back! He's back! En pyjama. Fucking Fudge. Donc, tu sais, c'est ça. C'est vraiment, vraiment Dolores Ombrage et Fudge, les antagonistes, dans le 5. Puis, Malfoy, peut-être un peu. Mais tu sais, Drago, c'est dans chaque livre, chaque film. Mais là, la personne a dit que dans Le Prince de Sang-Mêlé, l'antagoniste principal, c'est Drago, justement. Mais son plan, c'est juste son plan. Lui, il doit trouver un moyen de tuer Dumbledore et de faire rentrer les Mange-Morts dans l'école. C'est pas directement lié à Harry. Oui, OK, c'est une menace sur toute l'école. C'est genre l'antagoniste principal, à guess, de l'école à ce moment-là, de tous les élèves. Mais il y a à peine d'interaction avec Harry dans le film, à part le Sectus Sempra, puis d'autres moments, là, mais il n'est pas là pour tuer Harry. Son plan, ça n'a aucun lien avec Harry directement. Voldemort est celui qui a demandé tout ça à Malfoy. Fait que Voldemort, dans un sens, est aussi l'antagoniste dans ce livre-là, mais dans ce livre et film-là. Mais je sais pas, parce qu'on le voit pas, Voldemort, dans le 6, on le voit juste dans les souvenirs. Il est beaucoup présent dans l'histoire, comme c'est tout ça, là, le livre, là, le 6, là, c'est Dumbledore qui manque des souvenirs, qui explique les Horcruxes. Mais il est pas antagoniste dans le sens... Il est juste là, il existe, on sait qu'il est revenu, on sait que c'est une menace, mais par rapport vraiment à ce qui se... je sais pas si je suis claire. En tout cas, j'ai juste pas de réponse pour Le Prince de Sang-Mêlé, donc je veux votre avis, selon vous, c'est qui vraiment le méchant dans le 6? Je trouve qu'il n'y en a pas. Genre, c'est Voldemort, mais il est pas là. Comme dans l'histoire du Prince de Sang-Mêlé, Voldemort n'est pas le méchant. Il est le méchant, là, mais il est en dehors de Poudlard, puis il fait autre chose, puis on le sait que il va être le méchant plus tantôt, là. Il va revenir plus tard. Fait que c'est ça, je suis comme, il n'y a pas tant de méchants, dans le fond. C'est juste, ça va mal, ça va pas bien. Il y a plein d'affaires qui se passent, puis c'est sur le bord de tout chier. Puis Dumbledore, il meurt à la fin, Rogue le tue, mais Rogue n'est pas méchant non plus à cause de ça. Là, on pense que c'est lui le méchant. Fait que peut-être les Mange-Morts à la fin, genre. En tout cas. Et dans les Reliques de la Mort, il est l'antagoniste principal. Et voilà, c'est là que tout s'enclenche.
C'est là qu'il devient vraiment la menace principale, la guerre éclate, il prend le contrôle de tout, le but c'est de le défaire, de l'anéantir, de trouver ses horcruxes pour finalement qu'il disparaisse à tout jamais. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant comme question parce que on dirait qu'on le sait, là, c'est qui chaque méchant là, dans chaque livre, là, en dehors de Voldemort, mais c'est intéressant juste de dépasser un à la fois puis d'un peu plus comprendre le rôle de Voldemort dans chacun des livres et des films. Prochaine publication, ça, c'est en fait, c'est quelqu'un qui a publié cette image-là, qui est une capture d'écran d'un autre meme. Bref, vous me l'avez envoyé. Vous avez été quelques-uns à me l'envoyer. Saviez-vous que d'appeler le 1-781-452-4077 vous mettra réellement sur la ligne directe de Poudlard où vous pourrez apprendre plus d'infos sur l'école? Et là, on va le faire live, les amis. Je vais composer le numéro. Je suis fucking stressée parce que j'ai jamais été game de le faire. Puis je me suis dit, je vais le faire au podcast. Moi, j'ai ça, appeler des places au téléphone. Genre, c'est quel pays que j'appelle? Là? 1781, là, j'appelle en Angleterre. 452-4077. Thank you for calling the Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Hogwarts is an exceptional boarding school for aspiring witches and wizards aged 11 to 18. Please listen carefully to the following menu options before making your selection. For campus information, please press 1. For admissions, press 2. For rules and regulations, press 3. For the train is boarded from platform 9 3/4 at King's Cross Station in London. The train leaves precisely at 11 a.m. and reaches Hogsmeade Station sometime after nightfall. For safety reasons, Hogwarts main campus is at an undisclosed location in Scotland. Perched upon Black Lake, the picturesque campus offers many amenities, including a first-rate Quidditch pitch, several greenhouses and gardens, and an owlery. Please note that the Forbidden Forest near the grounds is strictly off-limits. Muggle alert! Muggle alert! Muggle alert. For the last 30 seconds, we have been administering a Muggle detection test. We have determined that you are indeed a Muggle and are therefore not eligible to attend Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. You may, however, enroll in Magical Awareness and Appreciation courses from the University of Phoenix online. As a Muggle, you are also not allowed to hear any of the information provided on this Hogwarts hotline. So we must now administer the powerful Obliviate memory charm, causing you to forget everything you have just heard. We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. HumorHotline.com. Ça dure 1 minute et demie. J'espère que vous avez pu tout comprendre. Là. Je verrai si le son était bon. Avez-vous compris? Muggle Alert. Genre, alerte au moldu. T'es un moldu, tu peux pas écouter ça. Qu'est-ce que tu fais à avoir appelé la ligne de Poudlard? Mais c'est bien fait, mais man, l'accent anglais, je comprenais pas tout là, au début. Mais dans le fond, c'est ça, là. C'était de l'information sur l'école, l'heure à laquelle le Poudlard Express part de King's Cross vers Poudlard, puis plein d'informations comme ça, c'est ça, jusqu'à temps qu'ils m'ont détecté comme étant un moldu. Dans le fond, j'ai été confirmée comme une moldue. Je suis vraiment triste. Ah, ben c'était nice, c'était le fun. Maintenant, il reste 2 publications de Reddit. La première... Là, j'ai dû aller relire dans le livre, ça aussi. J'étais comme, de quoi qu'il parle? Ça fait longtemps que j'ai lu le tome 7. Pourquoi Harry n'a-t-il pas ressenti de douleur lorsque Voldemort a utilisé Andoloris sur lui dans les Reliques de la Mort? Donc ça, on est au moment où Harry revient à la vie, genre, et que il fake d'être mort. Voldemort demande à Narcissa, va checker. C'est le même dans le livre aussi, là. Puis Narcissa est genre, est-ce que Drago il est vivant? Il est-tu à l'école? Puis Harry va dire oui. Narcissa va dire il est mort. Et là, Voldemort va dire « Vous voyez, hurla Voldemort d'une voix suraiguë, Harry Potter est mort de ma main et aucun homme vivant ne pourra plus me menacer désormais. Regardez, Andoloris !» Harry s'y était préparé. Il savait que son corps ne resterait pas sans souillure sur le sol de la forêt. Il devait être soumis à des humiliations pour que soit apportée la preuve de la victoire de Voldemort. Il fut projeté en l'air et il lui fallut toute la force de sa volonté pour demeurer inanimé. La douleur à laquelle il s'attendait ne vint pas, cependant. Donc, c'est ça qu'on veut dire, là. Il se fait envoyer Andoloris. Voldemort joue avec, là, up and down, le faire voler partout. Mais ça y fait pas mal comme Andoloris devrait y faire mal.
Alors, pourquoi Harry ne ressent pas la douleur qui est apparemment la pire douleur que tu peux ressentir à ce moment-là? Dans les réponses. Première réponse. Parce que la baguette de Suro ne ferait pas de mal à son véritable maître et que son allégeance est à Harry. La baguette de Suro, à ce moment-là, je vous le rappelle, est dans la main de Voldemort. C'est avec la baguette de Suro qu'il fait Andoloris sur Harry. Deuxième réponse. Mais ça fait du sens, l'affaire de la baguette. C'était dans les réponses les plus populaires. Donc, d'avis général, c'est ça. Deuxième réponse. Je pensais que c'était parce qu'il fallait le penser pour que le sort fonctionne correctement, genre vraiment le vouloir, comme Voldemort ou Bellatrix avait dit à Harry. Donc, il faut le vouloir pour que le sort fonctionne correctement. Et Voldemort ne le pensait probablement pas vraiment parce que, selon lui, il jetait le sort sur ce qu'il pensait être un cadavre. Puis ça aussi, ça fait du sens. T'sais, il est juste là en Andoloris, wouh! Puis il joue avec. Il ne veut pas vraiment faire du mal au cadavre parce qu'il sait que le cadavre est mort. Ben, en fait, il pense. Ça fait du sens, ça aussi. Et une autre réponse. Je pense qu'il s'agit d'une combinaison de facteurs. La protection de Lily, la baguette de Suro et le sacrifice volontaire de Harry ont rendu Voldemort impuissant face à lui. En fait, tout ce qui s'est passé dans la forêt est un ensemble de facteurs extrêmement uniques résultant d'intersections insensées d'anciennes et puissantes magies, le genre de magie que Voldemort ne pourrait jamais comprendre. Parce qu'on se rappelle que Harry s'est sacrifié pour protéger le monde des sorciers en allant dans la forêt, en acceptant de mourir, ce qui applique à tout le monde des sorciers pas mal le même principe de la protection de Lily quand elle s'est sacrifiée pour mourir pour Harry, pour sauver Harry. C'est la même chose. Donc ensuite, après ce sacrifice de protection sur le monde des sorciers, tous les sorts utilisés par Voldemort ne fonctionnent pas correctement. C'est ce qui est dit. C'est ce qui est dit. Puis là, ça m'a replongé là, dans toute la protection de Lily, la baguette de Suro. C'est tellement compliqué. Mais vous me direz ce que vous en pensez. Je suis déjà rendue à la dernière publication. Hein? C'était un petit épisode, encore une fois, mais j'espère que ça vous a plu. Vous me direz si vous voulez d'autres petits épisodes comme ça dans le futur. Alors, la personne demande, que se passerait-il si vous regardiez directement dans les yeux du basilic en étant dans le souvenir de quelqu'un dans la pansine? Ce qui est vraiment intéressant comme question. Ça aussi, ça me fuck un peu, mais bon. Donc, dans les réponses, quelqu'un dit... Ce serait pas impossible. La pansine est un moyen d'extraire des souvenirs pour les soumettre à un examen extérieur. Donc, la pansine, elle va prendre des souvenirs, des images, les sons et les détails que vous avez observés, mais que vous n'avez peut-être pas compris, et vous permet d'y jeter un coup d'œil à la troisième personne pour les remarquer. Toute personne ayant un souvenir qui a réellement regardé dans les yeux du basilic ne serait pas en mesure de donner un souvenir à ce sujet parce que la personne serait morte. Puis quand tu es morte, tu ne peux pas donner le souvenir. C'est pour ça que Rogue, avant de mourir, il était vraiment pressé à donner ses souvenirs à Harry en passant. Quelqu'un d'autre dit qu'il ne se passerait rien. Si jamais, là... Parce qu'en même temps, tu sais, le principe de la troisième personne, tu sais, mettons que... Je vais prendre le meilleur exemple possible. Harry. Dans la chambre des secrets. Il est proche du basilic. Il le regarde jamais dans les yeux. Il sait qu'il doit pas le regarder dans les yeux. Mais il est là. Fait qu'après, nous, on va extraire le souvenir à Harry. Puis moi, je m'en vais voir ce souvenir-là dans la chambre des secrets. Hey, je veux voir ce qui s'est passé quand tu étais dans la chambre des secrets. Fait que là, je m'en vais là. Puis je tombe dans la chambre des secrets en étant comme troisième personne. Fait que j'observe Harry, j'observe le basilic, j'observe Voldemort, j'observe Ginny qui est genre couchée dans l'eau, là. Puis je vois le basilic. Fait que là, est-ce que je verrais ses yeux, le basilic, ou vu que Harry, il n'a jamais vraiment regardé dans... Tu sais, c'est peut-être flou un peu, là, les yeux seraient peut-être un peu flous. Mais même si, mettons, les yeux étaient là, je pense que si je regardais dans les yeux du basilic, vu que je suis dans un souvenir, ben il se passerait rien. Et je serais pas morte, là, ou pétrifiée, là. Fait que c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit, il se passerait rien. L'observateur n'est affecté par rien dans la mémoire, que les yeux soient là ou pas, là. Fait que ça, j'étais comme... C'est bien complexe comme question, mais c'est une bonne question. Pour ceux qui sont sur Reddit ou qui ne sont pas sur Reddit, je vous invite à devenir membre Reddit. Là. C'est vraiment nice. Là. Il y a des publications à chaque jour. Des fois, il y a des questions vraiment évidentes, comme qu'est-ce que tu fais à demander quelque chose d'aussi simple et évident. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Puis le prochain épisode qui va sortir dans quelques semaines, on va parler des fanfictions. Alors, on se voit à cet épisode-là avec Sabrina et Jessica du podcast What the Fic. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Bye et à la prochaine!